Bonjour David Cormand. Bonjour. Vous figurez donc en deuxième position sur la liste Les écologistes menée par Marie Toussaint. Alors on va faire votre connaissance. En 2016, vous devenez secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez 49 ans. Et en 2017, vous êtes député européen sortant, vous êtes élu aux européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts, qui, à cette époque-là, fait 13,42% des suffrages. La liste était menée par Yannick Jadot. Aujourd'hui, votre liste est créditée seulement d'environ 8%. Comment expliquez-vous ce faible niveau dans les sondages, alors que traditionnellement les européennes sont plutôt favorables aux écologistes? Est-ce qu'à votre avis, une page est en train de se tourner? J'espère que non pour l'Europe, mais pour l'écologie et pour tout ça. Après, vous savez, les scores aux européennes des Verts sont plutôt bons, mais les sondages qui précèdent ces élections sont jamais très bons. Donc on verra. Donc vous comptez créer la surprise? C'est pas une question de surprise, c'est une question qu'il ne faut jamais oublier que celles et ceux qui décident des scores des différentes listes, ce sont les électrices et les électeurs, personne d'autre. Et donc le 9 juin, il y aura un choix à faire et j'espère qu'il y aura des dizaines de millions de Françaises et de Français qui iront voter ce jour-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de casting sur la tête de liste ? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que Marie Toussaint est une combattante de l'écologie depuis longtemps. Elle fait partie de cette génération écologie. Elle avait poussé cette pétition pour les vivants et la justice climatique, qui avait réuni plus de 3 millions de Françaises et de Français, bien plus que cela même. Et donc, c'est une femme solide qui porte l'écologie depuis longtemps et qui représente bien nos valeurs. Alors, pourquoi les écologistes se sont mis à parler davantage de sujets de société, de discrimination des LGBT, du genre, plutôt que d'écologie à proprement parler? Est-ce que la ligne Sandrine Rousseau ne vous a pas écarté un peu de votre cœur de cible? Ça a l'air d'être plus votre obsession que la nôtre, puisque les écologistes parlent d'écologie. Après, ce que vous appelez les questions sociétales, moi je n'aime pas ce mot, ce sont des questions sociales. C'est-à-dire que c'est des questions qui portent sur l'égalité entre les personnes, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et donc ces questions-là, elles font partie des sujets qui sont importants dans une société. Et pardon de vous le dire, mais au niveau européen, quand on se voit ce qui se passe dans les régimes illibéraux, comme M. Orban, qui s'attaque aux personnes gays, qui s'attaque aux personnes trans, qui s'attaque aux droits des femmes, ces sujets ne sont pas secondaires. Ils sont fondamentaux dans ce qui fait notre vie ensemble et ce qui construit les valeurs européennes. Donc non, moi je ne crois pas qu'on puisse dire ces choses-là. Et je me méfie toujours, vous savez, des gens qui disent « mais vous, les écologistes, il faudrait que vous restiez dans votre petite case. Parlez-nous des fleurs, et c'est très important les fleurs. Parlez-nous d'environnement, mais les autres sujets, pourquoi vous parlez de ça? L'écologie, c'est une idée globale. C'est une vision du monde globale qui repose sur toutes les justices. Et oui, nous portons ces cohérences et nous sommes fiers de le faire au niveau national en France, puisque vous nous parlez de Sandrine Rousseau, et au niveau européen, ici, avec notamment Marie Toussaint. Alors David Cormand, ce mandat aura été marqué par le Pacte vert, donc ambitieux programme climatique dont l'objectif, on le rappelle, est donc d'atteindre la neutralité carbone en 2050 à l'échelle de l'Union européenne. Les Européens ont-ils les moyens actuellement de payer cette neutralité carbone? Car on voit que là, ça commence à coincer de tous les côtés dans ce Pacte vert. Alors, il y a environ 70 textes qui ont été adoptés, c'est ça? Entre 60 et 70. La bonne question à se poser, c'est pas est-ce qu'on a les moyens de le payer? La bonne question, c'est est-ce qu'on a les moyens de s'en passer? Aujourd'hui, quand vous avez une étude de l'Agence de l'environnement européenne qui sort et qui explique la catastrophe qui nous attend ici, dans l'Union européenne, pas demain et ailleurs, aujourd'hui, maintenant dans l'Union européenne, sur le recul du trait de côte, sur la destruction des infrastructures, sur la désorganisation de notre économie, sur la mise en danger de nos santé, c'est un enjeu de survie. Et donc la question, quand on dit oui, mais vous, il faudrait que vous choisissiez un moment les écolos entre la priorité écologiste et la priorité sociale, entre la priorité écologiste et la priorité économique, entre la priorité écologiste et la priorité agricole. Mais c'est le même sujet. Comment voulez-vous avoir une économie qui donne des emplois, qui nous permette de vivre, qui permette d'espérer que nos enfants puissent vivre demain si nous ne sommes pas sur une planète habitable? Et sur ce front, puisque c'est un front, l'Union européenne est majeure parce qu'elle a la masse critique pour prescrire des règles, construire un imaginaire politique et d'organisation de la société. Et donc c'est la pierre angulaire de ce que nous devons faire si nous voulons être pleinement dans la paix et la souveraineté. Alors, la crise agricole ou la colère agricole récente a montré que vous étiez parfois la cible d'une partie du monde agricole. Comment recoller les morceaux aujourd'hui avec le monde agricole et les normes environnementales? La réalité, c'est que les seuls copains politiques
qu'ont les paysannes et les paysans, c'est les Verts. Depuis 50 ans. Depuis René Dumont, qui était agronome en France en 1974. Pourquoi ? Parce que le modèle qui a été mis en œuvre par toutes les grandes familles politiques, en France, en Europe et dans tous les pays, c'est de capter les revenus agricoles des paysans. C'est les nouveaux féodaux, les géants de l'agrochimie, les géants de l'agroalimentaire et la grande distribution. C'est ce triangle de l'enfer qui a mis en coupe réglée les agricultrices et les agriculteurs. Qu'est-ce que nous proposons, nous ? C'est que le point de départ, c'est que les paysannes et les paysans, les agriculteurs, vivent de leur travail. La deuxième chose, c'est que toute la capacité d'accompagnement financier, comme par exemple la PAC, la politique agricole commune, c'est qu'elle ne fait pas aujourd'hui, accompagne tous les efforts qu'on demande aux agricultrices et aux agriculteurs en termes de concilier la question de la rentabilité agricole et la question de l'environnement. Ça tombe bien, ça va ensemble. Il n'y a pas d'agriculture sur des sols morts. Il n'y a pas d'agriculture sur une planète morte. Et donc c'est le même combat. Le problème, c'est que les règlements, aujourd'hui, les accompagnements financiers, poussent à faire précisément le contraire. Ce sont ces nouveaux féodaux qui sont des pousses au crime en matière agricole et écologique. Donc il faut rétablir l'équilibre, et c'est ce qu'on propose depuis longtemps, notamment avec Benoît Biteau et d'autres avant, José Bové, depuis longtemps que nous sommes ici sur ces combats. Alors concernant l'Ukraine, est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture du marché européen, donc aux produits agricoles ukrainiens ? Dans les conditions où c'est fait aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'il faut le faire, par solidarité avec l'Ukraine. En même temps, on voit bien que... Ça crée une vraie distorsion. Bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'on fait cela parce qu'on ne fait pas ce que vraiment demandent les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils demandent depuis le début ? C'est pas très compliqué. Une aide militaire pour qu'ils puissent se défendre. Et on ne le fait pas. Pas assez. Pas assez. La France ne le fait pas, les États ne le font pas assez. Donc on se reporte un peu sur l'Union européenne. Ça ne marche pas, ça. La deuxième chose, c'est les sanctions ne frappent pas assez fort. On continue à être dépendant de Poutine. On continue à être dépendant de ces oligarques. C'est des pays qui contournent aussi. Et parce qu'on n'a pas envie vraiment de le faire. Parce qu'en fait, on a un modèle qui repose sur le gaz, sur le pétrole. Et ça fait longtemps qu'on fait nos petites affaires avec M. Poutine. Donc là, il y a une sorte de réveil avec cette agression contre l'Ukraine. Mais qui ne nous interroge pas assez sur les remises en question profondes qu'il faut faire. Et c'est ça, Poutine, c'est un chef mafieux. Les oligarques qui sont autour de lui, ils sont avec lui parce qu'ils gagnent de l'argent. Et donc les sanctions économiques que nous devons porter, c'est ça qui peut désorganiser Poutine. Et on ne le fait pas suffisamment. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. On arrive au terme de ce mandat. Est-ce qu'il y a une législation dont vous êtes particulièrement fier ? Il y en a plusieurs. Vous avez parlé du pacte vert. Il y a le revenu minimum. Oui. C'est notamment mon ami Mounir Satouri, député écologiste, qui a beaucoup porté ce combat. Vous me parliez tout à l'heure de Marie Toussaint, vous aviez raison de le faire. Elle a porté un texte sur l'écocide. Et moi, très modestement, je suis très content parce que j'ai gagné enfin sur la question de l'interdiction de l'obsolescence prématurée, qui est une arnaque pour les consommatrices et les consommateurs. Et puis c'est un sujet très concernant, justement, pour tous les Européens. Et c'est ça qui fait du gaspillage, des déchets. Donc bref, ça, c'est ma petite victoire. Donc voilà, c'est pas la mienne, parce que pour gagner ici, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais c'était vraiment un sujet qui me portait à cœur. Voilà. Alors ces élections vont se dérouler dans un contexte global de montée de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde. Est-ce que vous êtes le dernier groupe politique ouvert aux migrants et favorable à une Europe accueillante ? C'est un peu la question qu'on se pose, vu le virage que semble prendre l'Union européenne. Bien sûr, oui. Nous sommes ceux qui continuons d'assumer cela. Et c'est un drame que nous soyons si seuls dans ce combat. Un drame. Parce que la question de l'Union européenne, ce qui définit l'Union européenne, ce ne sont pas ses frontières, ce sont ses valeurs. C'est pour ça que nous avons fait l'Union européenne après la Deuxième Guerre mondiale, avec le massacre de la Shoah, avec tous ces sujets. C'est les valeurs. Et qu'est-ce que sont ces valeurs ? C'est les valeurs de l'humanisme, de l'accueil et du respect de la vie, et la vie des êtres humains. Et donc comment pouvons-nous renoncer à ce point à nos valeurs, comme est en train de le faire, mais y compris Madame von der Leyen, quand elle fait des accords iniques avec les dictateurs de Tunisie, d'Égypte, pour sous-traiter à des pays hors de l'Union européenne la gestion d'êtres humains, de personnes. C'est outrant. Et donc, moi, je dis vraiment aux Européennes et aux Européens, ne renoncez pas à ce qu'a créé ces valeurs de la construction de l'Union européenne. C'est un joyau, c'est une exception mondiale, le fait de déléguer à une entité supérieure une part de notre souveraineté pour défendre ces valeurs. Et donc, c'est au cœur du sujet qui doit nous animer, cette question des valeurs. Mais vous ne comprenez pas l'insécurité culturelle que peut générer une mauvaise gestion des migrants.
quand on les regroupe dans des ghettos, quand on ne permet pas l'assimilation, ça peut troubler des gens. Le terme d'assimilation, je vous le laisse, la question de l'intégration, de vivre ensemble, bien sûr, mais quand vous détruisez les services publics, quand vous avez des chaînes de télévision comme celle de M. Bolloré, qui insuffle dans les esprits le poison de la haine de l'autre et des fake news. Quand vous avez, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait un Media Freedom Act, une législation européenne, justement pour prévenir cette façon d'empoisonner les débats. Il ne faut jamais reculer d'1 millimètre par rapport aux questions des valeurs. Et d'ailleurs, les personnes réfugiées qui viennent se mettre à l'abri, qui souhaitent se mettre à l'abri dans l'Union européenne, ne souhaitent absolument pas, même pas faire leur vie dans l'Union européenne. Elles souhaitent survivre. Et donc la question de civilisation qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on imagine qu'on ait une espèce de citadelle assiégée où le reste du monde pourrait crever pour notre prospérité, ou est-ce que nous considérons que nous faisons partie de ce monde et que nous voulons peser positivement sur ce monde et donc respecter les femmes et les hommes qui sont en difficulté et qui cherchent un refuge? C'est une question, encore une fois, de valeur. Pour finir, David Cormand, les 2 questions rituelles en une phrase. Pourquoi est-ce important d'aller voter le 9 juin prochain? Parce que vous avez le choix. C'est une démocratie, vous pouvez choisir. C'est formidable, il n'y a qu'un seul tour. Le 9 juin, il y aura plein de listes. Vous trouverez forcément votre bonheur. Et l'Europe, c'est l'endroit où va s'exercer votre souveraineté. Si vous voulez votre souveraineté, si vous voulez avoir le pouvoir sur l'avenir de vos vies, choisissez qui vous voulez, mais choisissez. Et en 2 mots, l'Europe que vous aimez? L'Europe, le fédéralisme et l'écologie. Europe, écologie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.